Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui au titre de la Journée nationale des aidants pour vous faire un webinaire sur les aidants face à l'épreuve du confinement. Il nous semblait important de profiter de cette Journée nationale des aidants pour vous présenter aujourd'hui l'engagement de RMA vis-à-vis des aidants et quelles solutions nous pouvons leur apporter. Je serai accompagnée aujourd'hui de Paul Alexis. Nous allons pouvoir enlever nos masques puisque nous gardons les bonnes distances pour permettre que ce webinaire se passe de la meilleure façon. Bonjour Paul Alexis. Bonjour Sophie, merci de l'invitation. En introduction, il me semble important de vous présenter l'objet de ce webinaire. La première chose, c'est que nous allons vous faire un retour d'expérience sur l'épreuve du confinement qu'ont vécu les aidants à travers une étude qu'a menée le collectif Je t'aide et avec le soutien de Paul Alexis au titre de cette famille. Également, nous reviendrons sur l'engagement de RMA vis-à-vis des aidants et l'offre aujourd'hui que nous proposons pour les accompagner au mieux face à la situation d'aidance. Et nous vous expliquerons pourquoi nous avons choisi de faire un partenariat avec cette famille pour enrichir notre offre. Vous pourrez tout au long de cette introduction nous poser des questions et nous indiquer éventuellement les sujets que vous souhaitez que l'on aborde. Paul Alexis, avant de commencer ce webinaire, je voudrais te poser une question. Pour toi, cette famille, quel est son rôle et comment vous avez vécu cette crise sanitaire, ce confinement ? Alors cette famille est une structure de l'économie sociale et solidaire qui propose à l'ensemble des personnes en France d'être accueillies, donc des personnes en perte d'autonomie, âgées ou en situation de handicap, d'être accueillies dans des familles qui sont agréées par les conseils départementaux, qui sont formées et qui sont suivies par nos services et par les services des conseils départementaux tout au long de leur accueil. Pour répondre à ta question sur l'impact qu'a eu la crise du Covid, on a retenu 3 mots. Le premier mot, qui est plutôt un terme, c'est la prise de conscience, puisqu'on s'est rendu compte que les aidants se sont rendus compte qu'ils étaient eux-mêmes aidants, et beaucoup d'enfants, de petits-enfants ou de personnes qui accompagnent au quotidien des personnes en situation de fragilité se sont reconnus dans les mots que la presse, que les médias, que vous avez pu aussi avancer pour les soutenir. Le deuxième terme, c'est le pragmatisme. Il y a eu énormément de situations difficiles, inédites, particulières à gérer. Et chez cette famille, mais aussi chez nombre d'aidants, le pragmatisme est sans doute la valeur qui a prévalu. Et donc, il a fallu s'adapter, parfois réaliser des actes de soins, parfois réaliser une coordination dont l'aidant n'était pas forcément formé pour ça. Et puis, le troisième terme, c'est la solidarité. Puisque au sein de cette famille, de notre structure, mais aussi au niveau des aidants, de la structure RMA et de l'ensemble de vos adhérents, on a vraiment senti un ensemble, une motivation, une lame de fond de solidarité auprès de ces aidants, auprès des personnes fragiles. Et je crois que ça leur a apporté le plus grand bien. Merci pour ce témoignage. Quelques aspects techniques pour que ce webinaire se passe de la meilleure façon possible. Tout d'abord, si vous aviez le moindre souci technique, n'hésitez pas à nous adresser un mail à marketing@rmassistance.fr afin que l'on puisse étudier une solution et que vous puissiez assister à ce webinaire dans les meilleures conditions. Vous avez donc également le live chat pour poser vos questions tout au fil de l'eau. Paul Alexis a à côté de lui les questions qui apparaîtront. Il me sollicitera lorsqu'il pense qu'une question mérite d'être répondue en temps réel et nous verrons à la fin du webinaire si nous avons le temps de reprendre certaines des questions auxquelles nous n'aurions pas répondu. En complément, bien entendu, vous recevrez sous quelques jours le lien pour revoir ce webinaire en replay et également le support de présentation. Pour cette première partie, nous voulions vous partager l'étude réalisée par le collectif Je t'aide. RMA fait partie du collectif Je t'aide depuis 2014 et il nous semblait important de vous faire ce retour d'expérience. Déjà, le premier terme employé par les aidants a été l'épreuve du confinement. Il veut bien dire que ça n'a pas été un moment facile pour eux. Une définition déjà. Qu'est-ce qu'être aidant ? Il y a une définition de la Haute Autorité de Santé qu'il me semble important de vous reformuler. Les aidants sont dits naturels ou informels, sont les personnes non professionnelles qui viennent en aide à titre principal, pour partie ou totalement, à une personne dépendante de son entourage pour les activités de la vie quotidienne. Cette aide peut être régulière, de manière permanente ou non, et peut prendre plusieurs formes. Le nursing, les soins, l'accompagnement à la vie sociale, au maintien de l'autonomie, aux démarches administratives.
Ça veut bien dire que le rôle de l'aidant est extrêmement large aujourd'hui et qu'il peut varier en fonction des situations qui sont rencontrées par le binôme aidant-aidé. Face à l'épreuve du confinement, nous avons eu un certain nombre de retours et certains chiffres parlent d'eux-mêmes. Aujourd'hui, nous savons que 88% des aidants sont des femmes, qu'ils sont 45% aidants depuis plus de 10 ans. Donc il s'agit donc là d'un accompagnement, d'une aide dans la durée. Également, la plupart ont une vie familiale. Ils vivent en couple avec des enfants. Ça veut aussi dire qu'il est nécessaire de trouver un équilibre personnel dans cette organisation pour tenir ce rôle d'aidant. Et on sait également dans différentes études que très souvent cet équilibre personnel est mis à mal avec parfois des difficultés au sein du couple, de la famille, mais également des répercussions sur le métier, le travail au quotidien. Pendant le confinement, 43% des aidants ont été amenés à télétravailler. Ça veut dire qu'ils avaient à leur domicile la continuité de leur activité professionnelle, la continuité de leur rôle de conjoint ou de parent lorsqu'il y avait des enfants, mais également la continuité de leur rôle d'aidant. Une complexité extrême pour eux, pour tenir et dans la durée et pour apporter à la fois le bon soutien à chacune des personnes du domicile. Dans les profils des aidants, tu le formulais tout à l'heure, Paul-Alexis, les aidés, c'est tous les aidés. C'est aussi bien la perte d'autonomie, les personnes dépendantes, mais ce sont aussi les enfants, les conjoints qui sont face à une maladie longue, grave, maladie redoutée, mais également face à du handicap, voire du polyhandicap. Donc on est bien sur des aidants qui accompagnent des personnes qui ont des besoins dans le quotidien, que ce soit lié au grand âge, mais également à des handicaps au sens très large du terme. Et il ne faut pas l'oublier. En complément, quelles sont les aides aujourd'hui qui sont apportées par les aidants ? La réalité, c'est que pendant cette période de confinement, leur rôle a été augmenté, accentué. 51% d'entre eux sont restés seuls dans leur rôle d'aidant pendant cette période de confinement, avec des rôles qui se sont accentués sur tous les actes de la vie, donc aussi bien l'hygiène, la préparation des repas, le lien social, le lien moral, et également sur toute la partie, on va dire, distraction. Comment aider une personne aidante, mais également une personne aidée dans le quotidien d'un confinement où l'espace est restreint et où il faut trouver une manière de continuer de vivre. Et il faut clairement le rappeler, avec le déclenchement du plan blanc et du plan bleu, beaucoup d'aides en place, les interventions à domicile existantes et qui sont nécessaires pour l'équilibre du binôme aidant-aidé ont été suspendues. Si vous le voyez dans le schéma, les aides les plus fréquentes qui ont été suspendues sont les auxiliaires de vie, les aides paramédicales, donc orthophonistes, kinésithérapeutes et l'aide à domicile, bien entendu. Ça veut donc dire que l'aidant s'est retrouvé à devoir jouer ces rôles-là encore plus que ce qu'il ne faisait habituellement, avec une responsabilité. Lorsque vous faites une séance de kinésithérapeute alors que vous n'êtes pas kiné, c'est une responsabilité que vous prenez vis-à-vis de la personne aidée. Et c'est là où ça peut être très compliqué pour les aidants. Absolument. Et on s'est rendu compte au sein de notre réseau que la plupart des accueillants familiaux qui sont des aidants professionnels, finalement, se sont rendus compte que les auxiliaires de vie qui venaient d'habitude ne sont pas venus au sein des familles. Et donc, l'accueillant familial a endossé ce rôle de coordination, mais aussi pour réaliser des actes de soins sur lesquels il n'était pas forcément formé au préalable, ce qui a pu malheureusement créer parfois quelques dissensions, mais encore une fois, le pragmatisme a dû prendre le dessus. Et à un moment donné, soit on n'a pas de solution, soit on se la crée soi-même. Mmh. Donc on n'a pas eu le choix, mais encore une fois, chez cette famille, ce sont des aidants qui sont professionnels. Je fais bien la différence avec les aidants familiaux dont tu as parlé tout à l'heure. La différence, c'est que nous, on a pu accompagner ces aidants professionnels grâce à une ligne psychologique, à contrario des aidants familiaux qui se sont bien malheureusement parfois retrouvés tout seuls. Merci. Tu le disais à juste titre, ils ont dû réaliser des actes habituellement faits par des professionnels. Dans l'étude qui a été menée par le collectif Je t'aide, un témoignage qui était assez parlant, une personne qui dit voilà, du jour au lendemain, je me suis retrouvée à devoir changer le cathéter de ma maman. C'était nécessaire, j'avais cette responsabilité de le faire et en même temps, j'avais cette inquiétude, cette peur de mal faire et avec toute la responsabilité que je devais endosser. Il est évident que ces actes médicaux
ces actes de nursing dont les aidants ont dû prendre le relais au regard de la crise sanitaire étaient nécessaires. Et fort heureusement, ils ont été présents et ils n'ont pas interrompu ce rôle-là. Pour autant, il s'agit d'une vraie problématique pour eux qui ont généré aussi des souffrances, voire de la surcharge mentale pour les aidants. Clairement, par exemple, nous avons 90% d'entre eux qui ont ressenti une charge supplémentaire lors de cette épreuve de confinement. Et également, ils se sont dit qu'il y avait une vraie difficulté pour eux à gérer le quotidien, à gérer leur domicile et avec une vraie inquiétude du burn-out potentiel de l'aidant. Et ça, ce sont des notions qui sont apparues pendant le confinement. Clairement, ce confinement a fait donc l'objet de sentiments d'inquiétude et d'épuisement. Beaucoup d'inquiétudes sur la responsabilité qu'on porte. Vous avez quelques témoignages, je vais en citer un ou deux, mais voilà, un témoignage, c'est « si j'attrape la Covid, ma contamination m'empêcherait de tenir ce rôle d'aidant, mais en plus, je risquerais de contaminer la personne que j'aide au quotidien. Et si elle se retrouve à l'hôpital dans sa situation de polyhandicap, je ne pense pas qu'on va la prendre en charge correctement. » Et cette inquiétude et cette responsabilité que portaient les aidants pendant cette épreuve du confinement était extrêmement forte. Et c'est là où tout le rôle, par exemple, de RMA, de répondre à ces questions au téléphone, cette famille dans le cadre des lignes de soutien psychologique que vous avez mis, c'était une responsabilité finalement sociétale que nous avions à porter pendant ce confinement, d'apporter du soutien aux aidants, ou en tout cas leur permettre de libérer la parole face à ce qu'ils vivaient. Néanmoins, cette épreuve du confinement, vous voyez bien qu'elle a eu de forts impacts. Mais nous avons vu des choses extrêmement positives apparaître et il faut aussi retenir cela de cette épreuve du confinement. Puisque 32% des proches aidants ont trouvé des solutions, des alternatives pour faciliter leur rôle d'aidant pendant ce confinement. Ils ont sollicité davantage le voisinage, ils ont sollicité des rendez-vous médicaux via la téléconsultation et aussi ils ont trouvé une nouvelle organisation dans leur vie quotidienne. Finalement, c'est aussi un moyen pour une meilleure prise de conscience de l'impact du rôle d'aidant dans leur quotidien et comment ils peuvent essayer de retrouver un équilibre. Ça a probablement accéléré cette prise de conscience et cette nécessité d'organiser le quotidien de la meilleure façon. Et le côté positif, c'est que 39% d'entre eux se disent qu'à l'issue de cette crise sanitaire, ils vont prendre des nouvelles habitudes de vie. Et je pense que c'est un élément sur lequel il faut aussi que l'on insiste, puisque même si ce confinement a été vécu comme une épreuve, il faut retenir des choses extrêmement positives. Vous, cette famille, comment vous avez finalement vécu ça, ce confinement, et quelles leçons vous en tirez ? Alors, le confinement a été redoutable pour tout le monde, mais on s'est rendu compte chez cette famille, en questionnant les accueillants du réseau, qu'il y avait eu une intensification des relations sociales entre les accueillis, qui sont des personnes en fragilité, et leurs aidants naturels, qui sont la famille, les amis, les voisins, les proches. Il y a eu une intensification de ces relations et qui s'est traduit notamment par un taux d'adoption et un taux de recours à la visio, pour pouvoir mettre en relation à travers le digital deux personnes, qui a complètement explosé. C'est-à-dire qu'on a 35% des accueillants qui ont mis en place des visios à la demande de la famille naturelle ou de la personne qui est aidée et qui est accueillie dans la famille. Et donc, mine de rien, même si effectivement cette période a été dramatique en termes de liens humains, on a pu trouver, on a pu twister, on a pu essayer de trouver des alternatives pour renforcer malgré tout ce lien entre les deux parties. Et ce qui est intéressant, c'est que ce lien est durable. C'est-à-dire que des personnes qui ont pris conscience, et là on reparle justement de cette prise de conscience des aidants, qui ont pris conscience de leur rôle d'aidant, se sont dit, finalement, mamie ou papy, il faut absolument que je puisse garder un contact avec eux. Et en fait, cette crise a été une forme d'accélérateur du taux d'usage de la visio et des liens digitaux qu'il peut avoir entre un aidant et un aidé. Par ailleurs, au sein des structures familiales de cette famille, on a déploré 0 décès lié à la crise du Covid. Et ça, c'est important parce que dans le cadre justement de notre état d'esprit, des valeurs de solutions que l'on propose, eh bien, les accueillants accueillent dans des structures qui sont leur maison,
avec souvent un jardin, ce qui fait que le confinement n'a pas eu d'impact direct sur la personne accueillie, puisque cette personne continue à vivre dans l'environnement qu'elle a toujours connu, au sein de la famille, parfois aussi allant dans le jardin, et n'a pas forcément été confinée dans une seule pièce. Donc il y a eu un intérêt au niveau du lien social, il y a eu un intérêt, ce dispositif a également eu un intérêt dans le cadre de la préservation de la dignité de la personne. Et puis, je crois que ce qui est le plus intéressant, c'est de se dire qu'au final, malgré ce qu'on a pu entendre, les médias ont eu un rôle qui a été essentiel et qui a été bénéfique pour que les aidants familiaux prennent conscience de leur rôle, et on espère que ça va durer. Merci pour ce partage. Dans cette seconde partie, nous voulons revenir sur l'engagement de RMA auprès des aidants. Tout à l'heure, vous le citiez, pour cette famille, vous avez mis en place une ligne de soutien psychologique. Il se trouve que RMA en a fait de même au titre du collectif Je t'aide. Nous avons activé la ligne nationale des aidants pendant toute cette période de confinement. La volonté était finalement de fournir un espace d'écoute pour libérer la parole des aidants, aussi prendre conscience des difficultés auxquelles ils faisaient face et leur apporter finalement, on va dire, de l'empathie, sans jugement sur la situation auquel l'épreuve qu'ils vivaient, et également, on pourrait dire, cette ambiguïté qu'ils avaient en disant, voilà, je veux rester aidant, je veux tenir mon rôle d'aidant, mais je suis confinée, et en même temps, je risque de transmettre ce virus à la personne aidée. Comment je peux faire? Où s'arrête ma responsabilité? Où je dois aller? Et il est extrêmement important pour nos équipes du département accompagnement psychosocial de pouvoir être à la disposition de ces aidants et également de pouvoir les accompagner sur la partie sociale, puisque beaucoup de structures ont ont fermé pendant cette période-là, et donc les démarches administratives qui étaient en cours ont été suspendues avec la difficulté de devoir attendre que les aides suivantes puissent se mettre en place. Et je pense que c'est extrêmement important, vous avez le témoignage qui est affiché sur le support de présentation. Finalement, cette ambiguïté, cette dualité qu'ont vécu les aidants pendant cette épreuve, il était important qu'on leur accorde cet espace de parole. Aujourd'hui, quel est l'engagement de RMA vis-à-vis des aidants? Depuis 2014, je vous le disais, on fait partie du collectif Je t'aide. Tout d'abord, c'est la reconnaissance du rôle d'aidant. Vous l'avez probablement vu, le 1er octobre est rentré en vigueur le congé proche aidant dans ses nouvelles modalités. C'est un grand pas. Néanmoins, il ne répond pas à tout, mais c'est déjà une première réponse, et ça veut dire que l'engagement est pris et que nous allons vers plus d'opportunités pour aider les aidants dans leur rôle du quotidien. L'accompagnement à la prise de conscience. Aujourd'hui, rarement, voire jamais, vous aurez un aidant qui viendra vous voir en disant « voilà, je suis aidant, j'ai besoin d'aide ». Non. Notre responsabilité sociétale aujourd'hui est d'aider les aidants à prendre conscience qu'ils sont rentrés dans ce rôle d'aidant. Pourquoi? Parce que quelques chiffres parlent d'eux-mêmes. Un aidant sur 5 déclenche en général une pathologie lourde dans les 3 ans qui suivent son entrée en rôle d'aidant. Un aidant sur 7 décède avant la personne aidée. Pourquoi? Parce que très souvent, ils mettent entre parenthèses leur vie personnelle, leur vie sociale, mais ils mettent aussi entre parenthèses leur équilibre physique, psychique. Ils retardent leurs problématiques de santé pour être présents pour la personne aidée. Et donc, c'est là aussi où notre rôle est de les aider à faire prendre conscience qu'ils sont rentrés dans un rôle d'aidant. La volonté étant surtout de préserver le capital santé de l'aidant, de renforcer ses compétences, le former, lui donner les bons outils pour tenir ce rôle d'aidant. Je dois déplacer ma maman d'un lit médicalisé à son fauteuil tous les matins. Quelle posture je dois adopter pour faire en sorte de ne pas demain me faire mal au dos? Je dois aider ma maman ou mon papa à prendre sa douche ou mon enfant à prendre sa douche. Peut-être y a-t-il des aménagements au sein du domicile qui peuvent être mis en place pour faciliter ce rôle-là, pour préserver aussi la dignité de chaque personne. Il faut également soulager les aidants, réduire le stress. Quand on voit qu'aujourd'hui, ils passent plus de 20 heures par semaine dans leur rôle d'aidant, il y a une logistique qui doit se mettre en place d'équilibre de vie. Et cela peut générer énormément de stress. Donc, il faut leur donner ces moyens-là de gérer le temps et de réduire le stress.
Et il faut les informer sur les réponses locales qui existent et les démarches qu'ils peuvent entreprendre. Il existe énormément aujourd'hui de dispositifs de droit commun auxquels ils peuvent prétendre. Les démarches sont parfois longues, voire fastidieuses, mais elles existent. Il faut donc pouvoir les accompagner, les aider au quotidien pour déclencher les droits auxquels ils peuvent prétendre. RMA a mis en place son module d'accompagnement des aidants dès 2014, avec la volonté d'accompagner la situation d'aidance dans tout son parcours, c'est-à-dire de la prise de conscience jusqu'à la fin du rôle d'aidance. Pourquoi ? Parce qu'il nous semblait important d'être présent à la prise de conscience, voire de faciliter cette prise de conscience, mais aussi d'aider l'aidant dans l'organisation du quotidien, dans ce rôle d'aidant aidé, mais aussi de gérer la crise. L'aidant est souffrant, il doit être hospitalisé, ou l'aider à un aléa de santé qui accentue sa perte d'autonomie, comment l'aidant peut encore plus se mobiliser, et enfin la fin de situation d'aidance, que la personne aidée malheureusement décède ou qu'elle retrouve ses capacités d'avant, exemple dans le cadre d'un AVC, d'une maladie redoutée, où la personne retrouve ses capacités, comment je remets en place un rôle de normalité entre la personne aidée qui va mieux et l'aidant. La manière dont notre offre est structurée, vous avez donc ce parcours d'accompagnement de l'aidance avec un bilan psychosocial qui est permanent. Notre département d'accompagnement psychosocial est là à tout moment pour aider l'aidant et l'aidé à faire face à la situation, à trouver un espace pour libérer la parole, mais aussi à définir un plan d'action sur les démarches à entreprendre. Et nous nous appuyons sur la plateforme digitale d'Âge Village, qui est également un de nos partenaires, puisque la volonté était de trouver une solution digitale, d'informer sur les solutions locales, sur toutes les nouvelles informations quasi quotidiennes qu'il peut y avoir sur les aidants. Je me permets une question de Pauline, mais je crois que tu viens d'y répondre. C'est comment prendre conscience de son rôle d'aidant. Souvent, ils n'en ont pas conscience. Comment peut-on les accompagner pour qu'ils en prennent conscience ? Alors, très bonne question. En réalité, chez Ressources Mutuelles Assistance, notre cœur de métier est l'écoute, conseil, orientation. Nos chargés d'assistance sont formés par notre équipe du département accompagnement psychosocial à détecter les situations de fragilité. Et donc, ce qu'on utilise souvent comme terme chez nous, c'est le chargé d'assistance est là pour tirer la bobine. On reçoit l'appel d'un bénéficiaire qui nous dit « Voilà, j'appelle pour mon papa qui va être hospitalisé. J'aimerais donc savoir s'il peut prétendre à une aide à domicile, un portage de repas à son retour au domicile. » Ah, donc vous êtes l'aidant de votre papa. Ah non, pas du tout. Je l'aide parce que là, il a un aléa de vie. Donc, mais est-ce que votre papa va bien ? Il commence à perdre un peu d'autonomie. Je lui fais ses courses toutes les semaines. Je m'organise pour être présent pour ses rendez-vous médicaux. Et donc là, c'est tout le rôle du chargé d'assistance d'aider cet appelant à dire « Mais non, en fait, vous êtes bien rentré dans un rôle d'aidant. Est-ce que vous voulez bénéficier d'un bilan psychosocial de la situation pour voir ce que vous avez déclenché comme démarche qui vous aide dans votre quotidien, mais peut-être d'autres que vous pourriez activer. » Et c'est tout le rôle de chez RMA, et c'est aussi pour ça que nous avons un modèle d'assistance un peu différent de nos confrères concurrents, puisque notre chargé d'assistance bénéficie du temps qu'il souhaite pour justement tirer cette bobine et trouver les besoins cachés du bénéficiaire et derrière pouvoir lui proposer la bonne réponse et pourquoi pas un accompagnement psychosocial, voire des prestations d'assistance. Donc comme je vous le disais, sur la prise de conscience, ce bilan psychosocial, la définition d'un plan d'action que l'on met en œuvre avec les assistantes sociales qui vont être en capacité d'aider à identifier les droits auxquels ils peuvent recourir et le fameux site internet d'Âge Village qui est disponible en 24/7. En complément de ça, nous allons donc accompagner dans la vie courante. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire accompagner dans l'organisation quotidienne le binôme aidant-aidé. À la fois prévenir l'épuisement de l'aidant en le formant, en l'aidant à faciliter l'acquisition de matériel, une barre de douche, un siège de douche par exemple, en recourant parfois à la médiation familiale. Demain, je rentre dans un rôle d'aidant où je dois faire la douche à mon parent ou à mon conjoint ou à mon enfant, c'est une relation qui peut être extrêmement compliquée. Donc la médiation familiale est aujourd'hui un outil que notre département d'accompagnement psychosocial utilise régulièrement pour mettre un cadre serein dans la relation du binôme aidant-aidé.
La santé et le bien-être de l'aidant est bien évidemment une clé de voûte de ce binôme, puisqu'il faut que l'aidant aille bien pour qu'il puisse tenir ce rôle-là. Donc, on va l'inviter à maintenir une activité physique. On va l'inviter à faire attention à sa nutrition. Parfois, il va plutôt avoir tendance à déjeuner trop rapidement pour faire des démarches administratives. Là, l'idée, c'est vraiment de lui dire attention, gardez, on va dire, une hygiène de vie adaptée pour justement tenir le coup et être pleinement disponible. On va aider dans le quotidien. Pourquoi pas en prenant en charge un dispositif de téléassistance, donc un abonnement par exemple les 3 premiers mois, et puis ensuite on essaye de trouver des aides financières complémentaires où il est pris en charge par le binôme. On va pouvoir les mettre en relation avec des réseaux d'entraide en local, et ça c'est vraiment important parce que finalement il faut que les aidants se parlent entre eux et se soutiennent mutuellement ou se donnent aussi des trucs et astuces, des bonnes pratiques pour faciliter le quotidien. Et puis il ne faut pas l'oublier, hein, aujourd'hui plus de 60% des aidants sont salariés. Donc, il faut aussi aider l'aidant à se maintenir dans son activité professionnelle. D'abord parce que c'est probablement un lieu d'oxygénation, malgré la charge de travail. Mais ça veut aussi dire qu'il faut que l'entreprise ait conscience qu'elle accueille des salariés en situation d'aidance et donc comment elle doit adapter son organisation pour que chacun puisse tenir son rôle de la meilleure façon. Nous pouvons ensuite, malheureusement, parfois rentrer dans une situation de crise, c'est-à-dire l'aidant ne va pas bien ou l'aidé a un état qui se dégrade. Là encore, le département d'accompagnement psychosocial va jouer pleinement son rôle pour d'abord essayer de travailler les émotions qui sont générées face à cette nouvelle crise et avec le travailleur social pour trouver des solutions sur l'impact que peut générer cette nouvelle crise. Et là, à nouveau, on va pouvoir apporter des solutions d'assistance complémentaires. D'abord sur l'épuisement de l'aidant. Très souvent, nos chargés d'assistance, lorsque l'aidant a bien pris conscience qu'il est aidant, ou il nous appelle en nous disant voilà, je n'en peux plus, j'ai besoin de dormir. Là, il faut qu'on puisse réagir très vite. Donc, il faut qu'on puisse lui proposer de la garde de nuit, du baluchonnage par exemple, ou en effet des solutions telles que cette famille, ou des solutions de répit, séjours de vacances, etc. Donc là, c'est extrêmement important d'être très réactif. Donc c'est pour ça aussi que l'on élargit nos partenariats pour justement pouvoir répondre au mieux à ces situations. Et puis, il y a l'hospitalisation de l'aidant ou l'immobilisation ou l'état de dégradation. Et là, à nouveau, on va pouvoir venir renforcer nos prestations d'assistance habituelles pour justement faire en sorte que l'aidant surtout ne reporte pas ses soins, ou en tout cas qu'il puisse se mobiliser davantage si c'est la personne aidée qui fait face à une difficulté. À chaque fois dans les prestations ou en tout cas les événements de vie que je vous ai présentés, nous fonctionnons avec une enveloppe financière de 500 € qu'on va pouvoir débloquer en fonction des prestations dont le binôme aidant-aidé a le plus besoin. C'est avec le référent du département d'accompagnement psychosocial que le choix des prestations à mettre en œuvre se fera. Et il y a ensuite la fin du rôle d'aidant. On peut se dire, mais bon, une fois que le rôle d'aidant est terminé, la vie retrouve sa normalité. Ce n'est pas la réalité. Très souvent, les aidants ont mis leur vie entre parenthèses. Ils ont rompu les liens sociaux, les activités extérieures, culturelles, associatives. Il faut les aider à se remettre en jambes. Il faut les aider à se remobiliser. Et là, c'est le rôle à nouveau de notre département d'accompagnement psychosocial de motiver la personne. Et puis, dans le cas où, fort heureusement, la personne aidée va mieux, il faut retrouver un équilibre, une relation normale. Imaginez que pendant un certain temps, vous avez fait les soins de votre parent, qu'il va mieux, ou de votre conjoint. Vous redevenez mari et femme, par exemple. Il faut oublier ce qui s'est passé avant, ou en tout cas, il faut se dire que c'était une étape de vie, mais que maintenant, on revient à un couple, mari et femme par exemple. Et là-dessus, c'est aussi le rôle de l'assistance d'accompagner le binôme dans cette parenthèse qu'a pu être l'aidance. Les plus par rapport à l'offre que peut avoir RMA sur le marché, c'est qu'aujourd'hui, quelle que soit la situation du proche aidé, l'aidant est accompagné. De plus, cette offre bénéficie aussi bien à l'aidé qu'à l'aidant. Nous avons fait un vrai choix de ne jamais découper ceci est une prestation pour l'aidant, ceci est une prestation pour l'aidé. Pourquoi ?
Tout à l'heure, je vous citais l'exemple de la téléassistance, qui est une vraie solution de soutien pour les aidants, pour leur permettre de mieux dormir la nuit, d'être soulagés en se disant si jamais il arrive quelque chose, je sais qu'il y a un relais qui sera pris et je serai informée. Cette solution de téléassistance, certes, elle est au domicile de la personne aidée, mais finalement, ça soulage l'aidant. Et c'est là où il faut, pour nous, ne pas dissocier l'aidant de l'aidé. C'est bien finalement un accompagnement du binôme dans toute la durée de l'aidance pour faire en sorte que chacun trouve l'équilibre dont il a besoin. Et au-delà de la prévention et de la gestion de crise dont on a parlé, on est là pour la sortie de l'aidance. Et ça, c'est extrêmement important parce que peut-être que l'aidant retrouve sa vie d'avant, mais peut-être qu'il re-rentrera dans un rôle d'aidant dans quelques années. Et que s'il a mal vécu cette sortie d'aidance, la nouvelle prise de conscience pourra être difficile. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis, cette plateforme digitale que nous mettons à disposition, elle a aussi la vocation de pouvoir rendre accessibles des informations simples à tout moment en fonction des besoins de l'aidant sur les démarches qu'il a réalisées. Et ça nous permet de nous dire aussi, voilà, l'aidant à des moments a envie de gérer son espace-temps, pas forcément de nous contacter par téléphone, mais peut-être se renseigner. Et là, il peut accéder à ces informations. Alors, pourquoi aujourd'hui nous avons décidé de faire ce webinaire au-delà de la Journée nationale des aidants? C'est que nous voulions vous partager également ce partenariat que nous mettons en place avec cette famille et qui va venir enrichir notre offre. C'est-à-dire que demain, dans le cadre de l'accompagnement du quotidien ou les situations de crise, nous allons pouvoir nous appuyer sur cette famille pour justement apporter une réponse complémentaire, différenciante pour le binôme aidant-aidé, au-delà du baluchonnage, de l'auxiliaire de vie, de la garde de nuit qui peut être proposée. Paul-Alexis, est-ce que tu veux donc nous réexpliquer un petit peu l'enjeu et finalement comment est née cette famille, de quelle idée? Alors, tout d'abord, je tiens à dire que la vision de l'aidance par RMA est totalement partagée. En tant que professionnel, on ne peut qu'abonder dans le sens du binôme. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un aidant et à la fois un aidé. La situation, elle est souvent subite et elle est subie par les deux parties. Et ça, c'est très important et je crois que c'est une des valeurs aussi qu'on partage en commun avec RMA, c'est qu'il n'y a pas d'un côté l'aidant et d'un côté l'aidé, mais il y a vraiment un binôme à accompagner. Alors cette famille, c'est une initiative qui est normande à la base, qui vient de l'Orne. Donc c'est là où la structure est installée. Et pour faire la petite histoire très rapide justement de la genèse de ce projet, j'ai un de mes voisins un jour qui est venu me trouver en me demandant mais aide-moi à trouver une place en EHPAD. Et son père effectivement était en perte d'autonomie. Il n'était pas dépendant mais il était en perte d'autonomie. Et puis finalement, après quelques visites d'EHPAD, on s'est rendu compte que ça ne convenait pas encore parce qu'il n'était pas dépendant à ce point pour rentrer dans un EHPAD. Et donc on a essayé de chercher une alternative. Et le fils a trouvé effectivement une solution d'accueil, qui est l'accueil familial, c'est-à-dire la capacité pour son papa d'aller vivre dans une famille qui a été formée, qui est sélectionnée, qui est une famille professionnelle de l'accueil, et qui héberge jusqu'à maximum 3 personnes. Il y a passé 3 années formidables, et en fait c'est cette petite histoire qui m'a dit mais incroyable, on ne connaît pas ces gens-là. Et même moi, en allant sur Internet, je ne connaissais pas ce dispositif, cette possibilité pour une personne âgée ou en situation de handicap d'aller vivre dans une famille. Et donc, on s'est donné 3 missions avec cette famille. La première mission, c'est d'organiser un réseau au niveau national. Donc aujourd'hui, on propose 10 000 places réparties harmonieusement sur l'ensemble du territoire. C'est d'accompagner le binôme accueillant-accueilli à la fois durant la période de recherche, mais aussi durant l'accompagnement parce qu'effectivement, c'est administrativement assez lourd, puisque l'accueilli devient l'employeur de la personne qui accueille. Donc nous, on prend tout ça à notre charge, ce qui libère complètement la relation administrative entre l'accueillant et l'accueilli. Et puis, le troisième rôle important chez cette famille, c'est de pouvoir orienter les accueillis, donc de les accompagner, de les écouter et de les orienter vers la meilleure des solutions en accueil familial, donc vers le meilleur profil d'accueil. Et il existe autant d'accueil qu'il existe d'accueillants, donc il y a à peu près 10 000 possibilités de trouver l'environnement et le chez-soi qui nous convient. Donc ça, c'est pour cette famille. D'accord. Et la réactivité, demain, vous avez une sollicitation de RMA. Quelle est votre capacité de réaction, en tout cas de pouvoir proposer cette solution? Alors, on a une quarantaine de collaborateurs aujourd'hui
chez cette famille qui sont tout à fait dédiés à l'ensemble des demandes que l'on reçoit. Et en général, notre taux de réponse aujourd'hui est à peu près une demi-journée. Donc on arrive à faire un diagnostic. Donc là, RMA, pour le coup, aura également fait, puisqu'ensuite on aura orienté le dossier. Donc l'objectif, c'est qu'il n'y ait pas de frottement, c'est que le dossier soit bien accompagné. Et donc ça ira peut-être même encore plus vite, mais on tient à jour et on est constamment en relation avec notre réseau d'accueillants qui nous permet d'être extrêmement réactifs quand il y a une situation qui se présente, aussi bien dans une situation qui est de courte durée que dans une situation qui sera plutôt permanente. D'accord. Et en termes de coûts, par rapport à l'exemple que vous citiez tout à l'heure d'EHPAD, quels sont, on va dire, le rapport coût par rapport à cette solution? Alors, les grandes masses sont très claires. Moyenne prix d'EHPAD en France aujourd'hui, on est aux alentours de 2 000 € de reste à charge. Chez cette famille, dans nos solutions, pour la prestation logée, nourrie, blanchie, accompagnée et animée, vous êtes à 1 000 € en général de reste à charge. On constate 1 078 € en moyenne sur l'ensemble des dossiers que l'on accompagne. Donc, on peut considérer que c'est 2 fois moins cher. Et notre objectif principal chez cette famille, c'est de trouver des solutions d'hébergement qui soient au plus proche des besoins dans les territoires pour que les personnes accueillies restent dans leur bassin de vie. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous partager une situation que vous avez vécue, en tout cas un accompagnement que vous avez réalisé dernièrement? Avec grand plaisir. Et en plus, ça fera la relation entre l'accueil temporaire et l'accueil permanent. Il s'agissait, donc c'était avant le Covid, d'une aidante qui était la fille d'une personne qui était en perte d'autonomie. Sa fille était aidante et s'occupait de son papa constamment. C'est-à-dire qu'elle revenait le soir, elle s'occupait de son papa. Pendant le week-end, elle s'occupait de son papa. Et durant les vacances, elle devait également le prendre en charge. Elle devait partir avec son mari et ses enfants. Elle nous a contactés en nous demandant « mais est-ce que vous n'auriez pas une solution temporaire pour 2 semaines accompagner mon papa, je n'ai pas envie de le mettre dans une structure pour l'instant ». Et donc on lui a trouvé une famille. Donc, ce monsieur s'appelle Maurizio. Et on a trouvé une famille très proche de là où il habitait. Il y est allé, ça a duré 2 semaines. Et ensuite, j'ai eu au téléphone sa fille qui m'a raconté que lorsqu'elle a récupéré son papa dans la voiture, son papa commençait à se prostrer. C'est-à-dire qu'il commençait à se renfermer. Donc là, la fille s'est demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la famille? Est-ce qu'il y a eu des problèmes et tout? Et là, il lève un œil et il dit, non, mais en fait, j'étais vraiment bien là-bas et j'aimerais bien y retourner. Et donc, à la base, il devait y aller pour 2 semaines. Initialement, c'était ce qui était prévu, c'était du répit. Et puis finalement, il s'est tellement bien senti, considéré, accompagné, qu'il avait un rôle à jouer aussi au sein de cette famille, que finalement, il a souhaité prolonger son accueil. Et donc aujourd'hui, Maurizio vit dans sa famille d'accueil et sa fille vient lui rendre visite régulièrement. D'accord. C'est un bel exemple. Et par rapport au confinement, à cette crise sanitaire, est-ce que vous voyez une évolution des demandes ou en tout cas une évolution, on va dire, des modifications d'habitude? Alors, déjà, les accueillants familiaux de notre réseau, à 65%, ce sont des diplômés du médico-social. Donc, ce sont des gens qui connaissent le métier, qui ont souvent été aides-soignantes, auxiliaires de vie, aides à domicile auparavant, et qui ont souhaité continuer à vivre leur vocation, mais différemment, avec leur propre code. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que 41% des accueillants familiaux vivent encore avec leurs enfants à domicile. Ce qui fait qu'il y a une vraie solidarité intergénérationnelle qui se crée dans le cadre de ce partenariat entre la personne qui arrive et la personne qui accueille, la famille. Et puis le troisième point, et tu l'as dit tout à l'heure, c'est que c'est un métier qui est très féminisé, puisque les aidantes naturelles ou familiales sont souvent des femmes. C'est la même chose dans nos réseaux, où plus de 91% des accueillants sont des femmes. En termes de modification des demandes, nous, on a constaté, ce qui n'était pas le cas avant la crise, qu'il y a eu un énorme afflux finalement de personnes qui étaient en EHPAD et qui ont souhaité rejoindre un accueil familial à la suite du déconfinement, par peur de revivre le confinement dans l'institution. Et donc, aujourd'hui, la plupart des demandes qui nous arrivent, alors que ça représentait qu'une toute petite minorité, aujourd'hui, la plupart des demandes qui nous arrivent sont des personnes qui sont en EHPAD et pour lesquelles l'aidant souhaite trouver une solution alternative. D'accord. On m'indique dans mon oreillette qu'on a une question. Alors, on les prend en direct live. En direct live. Allez là. Est-il là. possible Super. de renouveler pour l'aider au-delà des 3 ans dans la famille accueillante? Alors, il n'y a absolument aucun problème. Le critère de durée qui existe dans l'accueil familial, c'est la durée d'agrément de l'accueillant. C'est-à-dire qu'un accueillant qui va déposer un dossier, qui va ensuite être agréé, va être agréé pour une durée de 5 ans. Donc c'est quelque chose qui est bien suivi par les services du département et donc qui ont aussi une politique de gestion de la qualité. Au bout de 5 ans, cet agrément peut être renouvelé.
par les services du département. Mais il n'y a aucune date dans le contrat, puisque c'est soit un contrat qui est permanent, auquel cas les dates sont bien fixées, mais dans la plupart des cas, c'est de l'accueil permanent. Et donc, il n'y a pas de délai de sortie. On accompagne la personne jusqu'au bout pour la garder debout jusqu'au bout. D'accord. Est-ce qu'il peut arriver, à tout hasard, qu'un couple, finalement, aille dans une famille accueillante ? Alors ça arrive, c'est une minorité, puisque c'est 4% des personnes qui sont accueillies, donc c'est pas la plupart des gens. On constate que les personnes qui sont accueillies sont majoritairement des femmes et qui ont perdu leur mari. Donc ça représente plus de 50% de nos profils de personnes qui sont accueillies. Donc ce sont des gens qui sont aussi assez âgés, mais on a aussi des personnes qui sont en situation de handicap, qui arrivent parce que les parents ont des difficultés à gérer le handicap, soit de leurs enfants, soit d'un mari ou d'une épouse. Et donc, on accompagne vraiment tout type de profil, aussi bien des couples que des personnes qui sont handicapées, en situation de handicap, mais qui sont relativement jeunes, que des personnes qui perdent leur autonomie du fait de l'âge. Donc, ce n'est pas la majorité, les couples, mais ça existe et on est en capacité de les accueillir, évidemment. D'accord, parfait. Si on devait conclure, hein, puisque le temps tourne et passe assez vite, par rapport à la présentation que nous venons de réaliser, et peut-être si jamais il y a des nouvelles questions, n'hésitez pas en régie à nous les transmettre, quelle serait ta vision sur finalement ce que nous venons de vivre à travers cette crise sanitaire et le confinement et ce qu'on voit émerger pour l'avenir? Je pense par exemple à ce décret qui est arrivé le 1er octobre, auquel sincèrement beaucoup d'entre nous, on n'y croyait plus parce qu'on le voyait Ça fait des années qu'on l'attendait. Voilà, reporté. Et là, finalement, il est un peu arrivé au hasard d'une date, j'ai presque envie de dire ça. Comment vois-tu les choses? Est-ce que tu vois que les choses évoluent au niveau de la prise de conscience du gouvernement, des institutions? Alors, nous, on est souvent écoutés lors justement de la création de la loi, que ce soit la loi Grand Âge ou la loi El Khomri, sur l'attractivité des métiers, puisque c'est un secteur où il y a des besoins humains, mais c'est aussi un secteur et une opportunité d'emploi énorme. Donc, il y a la capacité vraiment de créer des emplois pour accompagner au mieux ces personnes-là. Donc, on est écoutés. Ça met beaucoup de temps et on regrette souvent le délai entre le vote de la loi et sa promulgation. Donc souvent, les lois sont extrêmement bien documentées parce qu'il y a eu 50 rapports avant qu'elles soient efficaces, en tout cas qu'elles soient appliquées. Donc là, on est un peu sceptique et un peu sévère. Toutefois, moi, je suis convaincu que l'économie sociale et solidaire a un rôle à jouer. On n'est pas du service public, mais on est un service pour le public. On est au service du public. Et je pense que la solidarité, elle est aussi ici. Elle est dans la capacité qu'ont les structures à générer des possibilités d'accompagnement. On parlait tout à l'heure justement de l'accompagnement, c'est très important. C'était très intéressant la façon dont tu as expliqué effectivement l'appel qui arrive, ensuite on va dérouler la pelote. Ça veut bien dire qu'il peut y avoir à un moment donné un fait générateur qui peut donner une indication, mais derrière il y a peut-être une souffrance qu'on ne sait pas, il y a peut-être un temps qui est passé, il y a peut-être une charge mentale qui est très lourde. Et donc le fait de pouvoir accompagner au-delà d'un fait générateur me paraît essentiel dans le cadre justement de l'économie sociale et solidaire, dans le cadre des valeurs mutualistes aussi que vous portez. Et qu'on partage évidemment énormément. D'ailleurs, l'édito de notre étude sur l'accueil familial a été signé par Thierry Baudet de la Fédération nationale de la mutualité française. Je vous invite à la télécharger sur notre site. Mais voilà, on a vraiment cette vision-là. Et je crois de plus en plus que les personnes âgées vont avoir la capacité de se saisir de la place qu'elles souhaitent dans la société, plus que nous de leur donner la place qu'elles veulent. Ça, c'est pour les aînés. Mais je crois que pour le handicap, il y a également ce travail qui est à réaliser. Donc voilà, la solidarité, c'est très important, mais ce n'est pas de l'assistanat. Et il faut laisser les personnes prendre la place qu'elles veulent, leur proposer un ensemble de solutions. C'est là où c'est extrêmement intéressant de parler de parcours, de choix, parce que le choix, c'est de l'autonomie. Et s'il n'y a pas de choix ou s'il y a un choix qui est contraint, dans ces cas-là, on perd aussi un peu notre autonomie. Donc moi, je suis plutôt confiant sur la suite. Je suis aussi très heureux de constater que les aidants prennent leur rôle de plus en plus et surtout en ont conscience. Et ça, je crois que c'est aussi grâce à votre rôle et à toute la communication que vous avez réalisée, notamment avec le collectif Je t'aide. Merci Paul-Alexis pour ce retour. En conclusion, sincèrement, il faut qu'on accompagne cette prise de conscience du rôle d'aidant et de l'aidance au sens large du terme. RMA est une solution, il en existe beaucoup d'autres, mais je pense que, comme tu le disais tout à l'heure, Paul-Alexis, cette prise de conscience du binôme, de ne pas séparer les deux, de laisser des choix, l'autonomie dans les prestations, l'organisation du quotidien reste essentielle. Et nous devons rester très attentifs à l'évolution de cette crise sanitaire, mais aussi l'évolution des
des missions que le gouvernement pourra donner à ce rôle qu'est les danses. Et là-dessus, je pense qu'on doit tous, dans nos structures, donc partenaires clients, mutuelles, prospects qui êtes aujourd'hui présents sur ce webinaire, de vraiment finalement aider à prendre en charge la situation des danses. Et là, sincèrement, nos équipes chez RMA restent à votre disposition pour mieux vous présenter cette garantie d'assistance, accompagnement des aidants, pour vraiment comprendre comment elle peut être un service complémentaire que vous apportez demain à vos bénéficiaires. Je ne sais pas s'il nous reste des questions, mais nous avons tenu les temps. Non, je crois que c'est peut-être une petite question de Philomène. L'aidant est-il forcément un membre de la famille? Non, pas du tout. Là, telle que la définition que nous l'avons montrée de la Haute Autorité de Santé, pas du tout. En fait, c'est celui qui apporte l'aide au quotidien à la personne aidée. Ça peut être un cousin, un voisin qui a décidé d'accompagner la personne. Donc non, on est au sens proche mais très large du terme. Et Negrello qui abonde dans votre sens puisqu'il dit l'important c'est la simplicité d'accès aux informations et la coordination. Absolument. Je pense que c'est exactement la philosophie que porte aujourd'hui RMA, c'est faire en sorte que tous les acteurs soient mobilisés de la meilleure façon pour accompagner le binôme dans ce quotidien, dans la meilleure façon et surtout dans la prise de conscience que ce n'est pas une contrainte de vie, c'est un parcours de vie. Voilà, je pense qu'on peut conclure sur cela et on vous dit à très bientôt. Merci Sophie, merci RMA pour l'invitation. Merci beaucoup.